5 000 milliards récemment empruntés par l'État guinéen auprès des banques primaires. Qui sont les vrais bénéficiaires? Qui perd, qui gagne dans cette opération? Bien. Il est d'abord important de placer un peu l'opération dans son contexte. Oui, allez-y. Voilà, son contexte, c'est que cette opération était déjà prévue dans la loi de finances rectificative, la LFR. Dans la LFR, le niveau de recettes envisagées se chiffrait autour de 29 000 milliards, alors que le niveau des dépenses est chiffré à 37 000 milliards. Donc le gap était déjà là. Donc le gap envisagé est de l'ordre de 8 000 milliards. Et il faut le trouver les 8 000 milliards. Donc le gouvernement a jeté son dévolu sur un financement interne. Et dans ce financement interne, le gouvernement s'est orienté vers les banques, vers les banques commerciales, grâce à la facilitation de la Banque centrale. Je rappelle que les 5 000 milliards, ça fait 62% du gap, donc du solde budgétaire. Donc c'est important de préciser cela, parce que cette situation est consécutive à un problème de trésorerie. La position actuelle, le PNT, la position nette du Trésor, la Banque centrale, est très difficile actuellement. Au regard des grands chantiers ouverts, ça et là, on assiste à une certaine raréfaction, raréfaction des ressources disponibles. Parce que tenez-vous bien, la plupart des investissements immenses en matière d'infrastructure que nous ressentons aujourd'hui sur le terrain sont financés par le BND essentiellement. Le budget national de développement. Oui, parce que, un peu, vous savez, en période de transition, il n'est pas facile de lever des fonds à l'international, dans les marchés financiers. Également, si on peut les lever avec les pays amis sous forme d'appui budgétaire, c'est un peu complexe. Donc la solution facile, c'est le financement interne. Le financement interne, il y en a deux sortes. Soit vous vous intéressez au financement bancaire et au financement non bancaire. Le financement bancaire, il y en a deux, soit le financement banque centrale, à travers des avances que les banques centrales consentent au Trésor, ou au financement banque commerciale. Et dans ce cadre-ci, nous sommes dans le cas du financement banque commerciale, mais facilité par la banque centrale. Parce que, de par le passé, l'essentiel des fonds issus à l'interne de nos ressources internes étaient issus des recettes fiscales et non fiscales, des recettes fiscales émanant de la douane. Donc les recettes douanières finançaient l'essentialité de nos projets. Mais aujourd'hui, la douane est en recul. La douane est en net recul. Vous vous souviendrez que qu'est-ce qui a expliqué ce recul? La douane n'a mobilisé que 6 000 milliards. Les importations ou quoi? Voilà. C'est quoi le problème? Alors qu'au même moment, les impôts ont pris la relève en mobilisant la bagatelle de 14 000 milliards. Mais là, ce n'est pas alarmant. Dans la plupart des pays sérieux qui se développent, l'essentiel de la fiscalité repose sur la fiscalité intérieure. Donc les impôts. C'est ce que vous appelez fiscalité de porte. Intérieure. Intérieure. Il y a deux formes de fiscalité. La douane, c'est la fiscalité de porte. Les impôts, c'est la fiscalité intérieure. Vous allez aux États-Unis, en Europe, partout, c'est la fiscalité intérieure qui constitue l'essentiel source de financement pour l'État. La fiscalité intérieure est plus motivée par les impératifs de sécurité que par les rentrées d'argent. Donc ce n'est pas très alarmant. Surtout, actuellement, nous sommes en train de migrer vers ce qu'on appelle la ZLECAf, la zone de libre-échange à l'échelle continentale, qui va naturellement consacrer la suppression des barrières tarifaires, donc les recettes douanières, entre les pays africains. Vont davantage baisser? Avantage baisser. Drastiquement. Drastiquement. D'accord. Donc il est important que nous maîtrisons mieux la fiscalité intérieure. Mais à ce niveau, il y a un problème. La Guinée actuellement a une la ZLECA, c'est la suppression ou c'est la ZLECA, c'est la ponction de quelques... La zone de libre-échange à l'échelle continentale. Je pense que ce sont les 2% à l'époque d'Alpha Condé quand il était président de l'Union africaine. Non, c'est l'ensemble des pays africains. C'est au Rwanda, au sommet de Rwanda, de l'Union africaine, qui a été décidé de supprimer les barrières tarifaires entre les pays africains. Donc, désormais, si vous importez de la France, vous allez payer. Mais si vous importez d'un pays comme le Sénégal, comme au Mali ou comme au Rwanda, vous ne payez pas. C'est très dangereux pour les pays qui produisent moins. Bon, c'est un peu dangereux parce que ça fait une perte de recettes douanières pour nous. Donc il faut trouver des artifices, des guichets de financement pour un peu neutraliser cette perte-là. Donc ce n'est pas très alarmant. On doit plutôt renforcer notre pression fiscale.
La pression fiscale en Guinée, elle est très très faible. Ouais. Elle est autour de 13%. Et là, la LFR l'a ramenée à 12%. Donc ça a même baissé. Ouais. Alors que Les la recettes moyenne... douanières. Non, La la pression fiscale. D'accord. Je rappelle que la pression fiscale, c'est quoi? C'est le ratio entre des impôts et taxes sur le PIB. Donc, c'est la part qui revient, la part des impôts et taxes dans la production nationale intérieure brute. Donc, vous revenez donc, dans 100% du PIB de la Guinée, Ouais. la part qui revient à l'impôt, c'est que de 12%. C'est vraiment La moyenne une dans goutte la d'eau dans sous-région, l'océan. c'est 16%. Non, 18%. C'est- 18% à la moitié aux Océans. Donc, c'est la traîne. Mais je ne dis pas, on doit tout faire pour actuellement accroître la pression fiscale. Comment? Il ne s'agit pas d'augmenter les impôts. Mais Les impôts les déjà assiettes. sont... On est bien taxé déjà. Il s'agit justement d'élargir la base. Parce que notre économie est dominée par le secteur informel. Ouais. Le secteur informel, c'est un secteur qui échappe complètement à l'économie réelle. On ne peut pas le quantifier, on ne peut pas les chiffrer, on ne peut pas établir des statistiques. Et donc, ça échappe un peu à l'économie. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? L'État doit faire en sorte de maximiser un peu l'attraction des entreprises qui évoluent dans l'informel à se formaliser. Et comment on peut le faire? On peut le faire par le biais de la TVA. Taxe sur la valeur ajoutée est un formidable outil qu'on peut actionner pour justement inciter les entreprises à se formaliser. Aller vers la formalisation. Mais comment ils peuvent le faire? La TVA, il y a plusieurs comptes de TVA. La TVA sur l'achat. Mais là, la ce que TVA je sur voudrais, vente. Oui. les types de TVA, d'accord, mais Oui. revenons sur les 5 000 milliards. Bien. Maintenant, vous avez planté Placé le décor. Exactement. On parlait on a une recette de 27 000 milliards alors qu'on a 35 000 milliards à Bien. dépenser. Non. Maintenant, il y a un gap de 8 000 milliards. Maintenant, dans cette opération, qui est le véritable gagnant? Bien. Et vous avez et cette opération se passe en deux phases. La première. Il y a une première phase de 2 000 milliards qui se passe sous 4 ans avec une maturité, avec un taux d'intérêt de 9%. De la maturité de 4 ans, le taux Qu'est-ce que vous d'intérêt... appelez maturité? La maturité, c'est la durée. Donc, la durée, Avant c'est de de 4 ans. commencer le remboursement? C'est ça. C'est-à-dire quand vous endettez, vous endettez sur un délai. Un délai au cours duquel l'État s'engage À rembourser. à rembourser. Donc, pour la première tranche de 2 000 milliards, la maturité est de 4 ans. Et le taux d'intérêt appliqué à ces 4 ans-là, c'est 9%. Et la deuxième tranche de 3 000 milliards, la maturité est de 5 ans avec un taux d'intérêt de 13%. C'est ça, normalement, comment ça se fait. Mais il est important de... Mais pourquoi ce décalage de taux d'intérêt? Bien. Vous savez, le taux C'est d'intérêt... quand même extraordinaire. Hein? Le taux d'intérêt rémunère deux choses. Ça rémunère le temps et le risque. Le taux Mais d'intérêt... avec l'État, il y a aussi le risque. Mais bien sûr, il y a quand même... Il n'y a jamais de risque zéro. Ouais, mais Bien avec sûr que l'État, les c'est ce titres que de tout le créance... monde dit, hein, les que titres de créance- le risque, il est quand même Bien sûr qu'avec les très titres de créance minimisé. négociables Ouais. avec l'État, le risque quand même est très minimisé. Ah ouais. Mais tout de même, le taux d'intérêt, il y a toujours une petite part de risque. C'est pourquoi vous apercevrez que le 4 ans, le taux d'intérêt appliqué sur les 4 ans est moins élevé que l'intérêt appliqué sur les 5 ans. Ouais. Donc, Juste ça, une année. donc là, justement, Ouais, ça veut l'écart tout est dire. grand, ouais. Mais là, justement, revenons à cette opération proprement dite. Le vrai bénéficiaire. Voilà. L'obligation, on a affaire avec l'État a jeté son dévolu, ce qu'on appelle les ODT, l'obligation du Trésor. En France, on l'appelle l'obligation assimilable du Trésor. Il est un peu proche des bons du Trésor. Hein? Et c'est un peu proche des bons du Trésor, mais à la différence que les bons du Trésor sont généralement sur le court terme, même sur le très court terme même parfois, alors que les obligations du Trésor sont sur le moyen et sur le long terme. C'est cela leur différence. Sinon, ils ont le même mécanisme d'obligation, mais seulement c'est la maturité qui les diffère et le délai. Bon. Deuxièmement, il y a deux formes d'obligation, il y a deux formes des ODT, il y en a deux formes. Il y a obligation du Trésor par adjudication, qui fait une sorte d'appel public à l'épargne, donc la vente aux enchères, ou les obligations du Trésor par syndication, qui fait appel à une corporation, on négocie pour un peu définir les modalités de fonctionnement d'un prêt ou d'un accord. Et visiblement, dans cette opération-là, on a affaire à une obligation du Trésor par syndication, où l'APB, l'Association des professionnels de banque, est mise à contribution sous la facilitation de la Banque centrale pour un peu mobiliser ce qu'on appelle les avoirs extérieurs nets. C'est là où l'opération devient un peu plus intéressante. L'État a jeté son dévolu, ce qu'on appelle les avoirs des banques primaires. Les avoirs des banques primaires mobilisés sous forme ce qu'on appelle les réserves obligatoires.
C'est quoi une réserve obligatoire, M. Condé? Allez-y. Une réserve obligatoire, c'est un instrument de politique monétaire. Je rappelle qu'il y a 4 instruments de politique monétaire essentiellement. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'encadrement de crédit, hein, qui consiste à dire telle banque doit donner tel nombre de crédits, mais c'est un peu trop rigide. Cette banque ne veut pas dépasser tel nombre de crédits parce que ce qu'on ne vous dit pas souvent, l'essentiel de la création monétaire n'est pas effectué par la Banque centrale. L'essentiel de la création monétaire est effectué par les banques commerciales. À travers ce qu'on appelle... Eh bien sûr que oui. Si vous prenez les 100% de la masse monétaire, vous tenez-vous bien, les 90% de la création monétaire sont créés par les banques commerciales sous forme de monnaie scripturale. Quand une banque commerciale octroie un crédit à son client, il fait de la création monétaire qu'on appelle la création monétaire ex nihilo, à partir de rien. Un simple jeu d'écriture. Il vient, vous venez à votre banque, j'ai besoin de 100 000 de crédit. Votre banquier vous dit, OK, je vous donne 100 000, il crédite votre compte, sans que l'un ne soit là. Il fait ce qu'on appelle la création monétaire. Et ça, on ne le sait pas assez. Mais sous forme de monnaie scripturale, il aura besoin après de venir se faire refinancer au niveau de la banque centrale en monnaie sonnante et trébuchante, en monnaie centrale qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Donc, la banque centrale doit avoir un œil regardant sur les banques commerciales afin de limiter les capacités de création monétaire. Parce que sinon, il va y avoir trop de monnaie en circulation et conséquence, c'est l'inflation. La Banque centrale a des canaux qu'on appelle des instruments de politique monétaire au nombre de 4. Comme je l'ai dit, l'encadrement de crédit, à dire de façon rigide, telle banque doit donner à tel nombre de crédits limité, point barre. Deuxième, donner jusqu'à tel montant. À tel montant de crédit pour limiter, pas plus. Il plafonne dans ce cas. Mais au regard de la rigidité de ce système-là, l'encadrement de crédit est en train de reculer. Actuellement, les pays qui le pratiquent, c'est vraiment la Chine, qui est encore... mais en Europe, actuellement, les gens ont abandonné cela. Vous venez deuxième instrument de la politique monétaire, vous avez ce qu'on appelle la politique d'open market, qui consiste à vendre des titres, les bons de trésor, de manière à l'initiative des banques centrales, de manière à contre la liquidité monétaire. Mais il y a 2 principaux instruments qui sont les plus importants pour la Banque centrale. Quels sont ces instruments? Le premier, c'est le taux d'intérêt, et le deuxième, c'est la fameuse réserve obligatoire que l'État fait le choix de ponctionner. C'est vraiment un instrument essentiel et incontournable de la politique monétaire dans un pays. Si vous prenez la réserve obligatoire, la Banque centrale, à chaque fois que vous déposez votre dépôt dans une banque, la Banque centrale vous dit, attention, mon taux actuellement, le taux était à 15%, là ils l'ont réduit à 13%. La Banque centrale vous oblige, votre banque, à déposer à la Banque centrale 13% de vos dépôts effectués dans votre banque. Imaginez à l'échelle du pays, M. Monima va déposer 10 millions, il va déposer 20 millions, 30 millions. Chaque dépôt effectué dans vos banques respectives, la Banque centrale doit ponctionner 13% de ce montant. Exiger des banques primaires le rapatriement de 13% de ces montants à la Banque centrale. Voilà, parce que c'est elle qui est le garant. Chaque banque commerciale a un compte à la Banque centrale. Donc, il doit garder ce montant-là là-bas. Mais la banque ne le fait pas pour faire de l'argent. Il ne le fait pas pour avoir du profit. Mais c'est pour les impératifs de politique monétaire, de contrôle de la liquidité. Parce que si les banques... les banques contrôlent la liquidité, il va avoir trop de marge de manœuvre. Donc, ils ne feront plus de création monétaire, et finalement, l'inflation serait incontrôlable. Donc, on voudrait contrôler un peu la liquidité des banques. Donc, en le faisant, la banque fait pour 2 raisons. D'abord, pour contrôler la liquidité des banques, en créant un besoin de liquidité au niveau des banques, et créer un besoin de refinancement, afin que les banques aillent à la Banque centrale pour se faire refinancer, afin de contrôler le taux d'intérêt dans le marché interbancaire. Le marché interbancaire, c'est un marché... C'est l'un des comportements du marché monétaire, donc marché sur le court terme, dans lequel les banques se retrouvent avec la Banque centrale pour se prêter l'argent. En clair, puisque le temps n'est pas très galère avec nous, ce sont ces 13% que les banques primaires déposent au niveau de la Banque centrale. Maintenant, cet argent, jusqu'à maintenant, le temps file là, vous n'avez rien dit sur... Je vais oui, mais le temps... Voilà, le taux d'intérêt, le taux de réserve obligatoire était avant à 15%, si je me trompe. La Banque centrale l'a ramené à 13%. La question à se poser, est-ce que cette opération aurait été possible? De 14%, on a ramené à 13%. 1 point.
Non, de 15%. De 15%. Non, le communiqué, de la BCRG. Le communiqué publié par la BCRG à l'issue de l'opération. Selon les... Donc c'est ce que la BCRG a annoncé. Mais selon les... De 14%, on a ramené. Mais quand vous... à 15% d'un point. Voilà, si vous regardez un peu les chiffres officiels de la Banque centrale, le taux obligatoire jusqu'en septembre dernier était à 15%. Maintenant, cette opération a obligé la Banque centrale à ramener le taux à 13%. La question à se poser, est-ce que cette opération aurait été possible si la Banque centrale n'avait pas agi sur le taux de réserve obligatoire en l'abaissant de 15 à 13%? La réponse est clairement non. Parce que c'est le fait d'abaisser le taux de réserve obligatoire de 15 à 13% qui a dégagé une manne financière qui devait normalement revenir aux banques primaires, commerciales, parce que la voie c'est pour eux. Alors, c'est un peu ce montant-là que l'État va ponctionner pour l'utiliser pour ces fins-là. Et qui gagne, qui perd? Là, je vous ai dit, quand l'État ponctionne les réserves obligatoires à la Banque centrale, quand la Banque centrale garde par devers elle ses réserves obligatoires, c'est zéro rémunération. Il n'y a pas de rémunération. Pas d'intérêt dessus. Pas du tout, parce que ne le fait pas pour l'intérêt de... C'est pour garder simplement. C'est pour des instruments de politique monétaire, de contrôle des liquidités, comme je l'ai dit. Donc, c'est zéro rémunération. À l'inverse, si l'État vous dit, ah, maintenant on a besoin de ce montant-là pour investir dans les infrastructures, contre rémunération, mais forcément, c'est gagnant pour les banques. Parce qu'avant, ce n'était pas rémunéré du tout avant. C'était zéro rémunération. Et là, l'État vous dit, on a besoin de ce montant-là, on va vous rémunérer à hauteur de 9 et 13%. Mais les banques, c'est du pain béni pour eux. C'est du pain béni pour eux. Donc, les banques sont les premiers gagnants de cette opération. Il n'y a aucun risque pour eux. Ils sont gagnants sur toute la ligne. Oui, mais est-ce que ce gain-là, les déposants ont leur part? Ou bien c'est seulement les banques? Non, les déposants n'ont pas de part dedans. Parce que si les obligatoires sont dans la Banque centrale, ben ça reste... Normalement, ça restait là-bas. Donc, les banques qui s'enrichissent. Sans que vous, en tant que client de la banque, vous n'aurez aucun bénéfice, vous n'aurez aucun profit dedans. C'est extraordinaire. Hein? Non, c'est comme ça que ça se passe. Les banques vont se faire des profits. Les comptes d'épargne, il y a un pourcentage, il y a un taux. Exactement, les banques vont se faire... Mais non, sauf que c'est comme ça les banques cet intérêt, sauf que cet intérêt n'était pas prévu. Si elle est générée, j'allais dire, par le biais de vos dépôts, vous devez... Un mécanisme de redistribution doit être... Non, c'est ça. C'est ça le principe. Non, le gain n'était pas prévu. Les banques, le gain n'était pas prévu. Non, le gain n'était pas prévu sur un dépôt. La banque ne peut pas garder l'argent à un certain seuil, comme il a expliqué. Non, c'est que je veux que vous compreniez. Oui, en fait, le dépôt était là, mais à l'insu de ce dépôt, les déposants avaient leur intérêt. Maintenant, si cet intérêt est un autre intérêt, les banques ne sont pas là pour faire de la philanthropie. Non, ce n'est pas là pour aider X, Y, Z. Les banques sont là pour faire de l'argent. En mettant en relation les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Ça s'appelle la finance indirecte, et en plus, où les banques sont au cœur. Quand vous avez besoin de votre argent aujourd'hui, la banque ne va pas vous dire non, l'argent je l'ai utilisé. C'est ça. Non, la banque est obligée de vous donner votre argent. Et donc, en faisant quoi? En faisant quoi? Vous avez demandé votre argent. En faisant quoi? Nous, on était avant-hier, mais ce n'est que hier l'intéressé a été servi. Ah, mais ça a été servi. Oui. Mais avec beaucoup de difficultés, beaucoup de contraintes. Justement, comment les banques le font, la banque a la capacité de transformer les dépôts de court terme en crédit de long terme. Et par ce biais-là, ils arrivent quand même, par la loi du nombre, à établir un équilibre naturel entre dépôt et les retraits. D'accord. Pour la gouverne de l'opinion, parce que les explications, elles sont trop longues. Ce qu'on veut savoir, est-ce qu'on peut dire l'État a péché, parce que vous avez soulevé tout à l'heure la question des instruments, si l'État procédait par le premier mécanisme, c'est ex nihilo, il n'y avait pas d'intérêt. Est-ce que l'État ne devrait pas mettre en avant les mécanismes, ces instruments juridiques, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, pour prendre l'argent et l'utiliser ailleurs? Parce que les banques primaires ne sauront pas que l'État a pris ces montants pour pouvoir, on peut parler du contrôle, pour contrôler la masse financière ou l'argent qui est injecté sur le marché. Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui parle de dépenses, d'investissement, comme on nous apprend qu'il y a deux éléments essentiels. C'est d'abord la qualité, mais aussi l'opportunité. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, ce gouvernement de transition avait besoin d'aller prendre 5 000 milliards en dette pour le mettre dans les investissements, alors que le besoin aujourd'hui, c'est le retour à l'autre côté? Est-ce que la dépense s'explique? Bien.
Ben, si vous me laissez terminer quand même les avantages que M. Condé avait Non, ça posés. c'est la question qui taraude aujourd'hui. D'accord. Avantage, une minute, les autres 2 minutes là. Oui, avantage, donc, on remarque que la banque commerciale gagne beaucoup d'argent. Et les banques, et encore les banques, on revient aux banques commerciales, à l'État. L'État aussi est l'autre gagnant de cette opération-là, comme je l'ai dit. Ça répond à votre question. L'État gagne de cette opération. L'État est en manque de liquidité. Il doit mobiliser 5 000 milliards. Actuellement, la masse monétaire en circulation est de l'ordre de 50 000 milliards. Donc, ce montant de 5 000 milliards, c'est 10% de la masse monétaire globale. Donc, l'État mobilisé à ce moment-là va avoir de la disponibilité, des fonds nécessaires pour faire face, pour finaliser des projets, des routes, des ponts qui sont en projet, en chantier. Donc, l'État aussi est gagnant. Mais qui est perdant? C'est la Banque centrale qui en sort perdant. La Banque centrale en perd sur toute la ligne. Ah bon? En termes d'indépendance, la Banque centrale est prise entre 2 tirs croisés. Deux tirs croisés. Non seulement l'État l'oblige à l'aider un peu à moller ces fonds-là. Donc, il l'oblige à faire quoi? À baisser ses réserves obligatoires de 15 à 13%. À 13%, oui. Ça, c'est un choc terrible à son indépendance. Deuxième perte, les banques également ont exigé à la Banque centrale d'abaisser le taux directeur de 11,5 à 11%. Régulé. De 11,5 à 11% de taux de réserve obligatoire. Le taux directeur a été abaissé de 11,5 à 11%. Normalement, les seuls impératifs qui doivent motiver la Banque centrale à baisser ses taux de réserve obligatoires et ses taux directeurs, ce sont uniquement des impératifs de politique monétaire, de contrôle de la liquidité. Mais ce n'est pas sous injonction d'une corporation bancaire ou de trésor public, ce n'est pas, non, pas du tout. La Banque centrale a un seul rôle, contrôler la liquidité de manière à avoir une stabilité monétaire sans inflation ni déflation. Mais visiblement, nous sommes les banques et l'État en sort gagnant, la Banque centrale en sort un peu écornée par la perte de son indépendance. Et pourtant, cette indépendance-là est cruciale dans son fonctionnement. Ma question. Oui. Ma question. Oui. L'opportunité. Voilà. L'opportunité de cette opération... Est-ce que la dette s'explique? Bien sûr que oui. Le contexte actuel. Oui. Actuellement, le CNR devait laisser des traces. Le CNR devait laisser des traces par les grandes infrastructures. À tous les prix, par les routes. Il faut laisser des traces à tout prix, à tous les prix. Mon cher Marwan, moi honnêtement, je ne suis pas là pour me plaindre que l'État investit dans les travaux, dans les routes. Moi aujourd'hui en allant à Kindia, je suis heureux de rouler sur les routes assez praticables. Allant à Daoué, je suis content. Donc si l'État se donne les moyens de réaliser nos belles infrastructures, franchement je ne suis pas plaignant de ça. Vous n'êtes pas plaignant, Abdoulaye Guirassy. Merci à vous.